Bonjour docteur, bienvenue sur Talent et Trajectoire. Est-ce que tu peux te Merci. présenter à notre auditoire, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Dr Sanou Adjaratou Fabienne. Je suis médecin hématologue. Ça veut dire que je m'occupe surtout des maladies du sang. Brièvement, voilà ce que je peux te dire. D'accord. Docteur, je pense que tu es né et grandi à Ouaga. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les conditions dans lesquelles tu as grandi? C'était quoi l'environnement autour de toi? Et surtout, qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu embrasses des études de médecine? Est-ce que dans le cocon familial, il y avait des médecins, par exemple, ou pas? Dis donc, tu me poses une question vaste, hein, on peut y passer la journée, mais on va être bref. Écoute, un environnement somme toute normal avec papa, maman, si tu veux, avec quelques petites différences de religion, mais ce n'est pas le propos. Euh, OK, Dans l'entourage, oui, il y a beaucoup de médecins, je pourrais y revenir après. Il y a beaucoup de d'accord. médecins du côté du papa. Il a son grand frère direct qui était médecin, paix à son âme, son petit frère direct qui est médecin. Hein. Ses sœurs qui sont mariées avec des médecins, mes cousins qui sont... Donc, bref, les médecins, il y en a en veux-tu, en voilà dans la famille. Comme Wow. dans les belles familles, mais c'est pas ce qui m'a inspiré, pour te dire. Honnêtement, c'est pas ce qui m'a inspiré. OK. Moi, depuis petite, j'étais vraiment, comment je vais te dire, j'étais plutôt, je vais dire matheuse, c'est pas un bon terme, mais j'aimais beaucoup les maths. J'aimais beaucoup les maths de tout mon cursus jusqu'en terminale. J'adorais les maths. Et Donc, tu d'ailleurs, imagines bien que tu as fait la seconde C, si je ne me trompe pas. Seconde C, seconde première C, C. première C, série C, parce que la logique des C'était où? maths, c'était au collège C'était de La Salle. au collège de La Salle. OK. Euh, Franchement, j'aimais bien la logique des maths parce que tu as un chemin clair, tu te trompes pas de chemin, tu arrives à un résultat. Franchement, c'était bien. Moi, c'était les maths. Mais, comment j'ai atterri en médecine? Ça, c'était ma première vraie leçon de la vie pour te dire. C'est sûr qu'on grandit avec des petites leçons, mais la terminale, c'était ma première vraie leçon Mhm. parce que on est arrivé en terminale avec des bases en maths qui n'étaient pas du tout bonnes. Du coup, Hmm. le prof qu'on a eu, on a changé de prof de la première à la terminale parce que la première, je te raconte pas, la première, c'était un enfer à cause des maths. Alors, il s'est passé en première qu'on a eu un prof de maths qui n'expliquait pas du tout les choses comme il faut, qui compliquait les problèmes, qui ne donnait pas de pistes de réflexion, qui te posait les problèmes et il te dit de trouver les solutions. Et si Hmm. franchement tu avais une bonne note, c'est que tu as eu 10 sur 20 pile. Pour des élèves qui aiment bien les maths, qui arrivent en première, je t'assure que ça te remet toute ta vie en cause et ton intelligence. Imagine, parfois, quand je travaillais avec mes amis, c'est sur les sujets qu'on a travaillé, on arrive au devoir, on vient trouver peut-être que le sujet a été donné au devoir, mais on a zéro. Tu t'imagines 0 sur 20? Ah non, ça te remettait tout en cause. Ça te Mais quand remettait même, tout en cause. mais est-ce que vous n'avez pas été victime du fait que vous étiez je ne sais pas, parce que euh, à Ouaga, par exemple, au collège de La Salle, la plupart des gens qui embrassent la série C, ce sont des élèves assez brillants. C'est des gens qui ont un palmarès assez bien rempli. Est-ce que c'est peut-être pas ça qui a fait que le professeur voulait également vous tester un peu plus? Je ne sais pas. Non, 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 je pense pas. Tu me diras OK. peut-être avec le recul, mais même déjà à l'époque, on trouvait qu'il n'avait pas une bonne méthode d'apprentissage. Ses explications n'étaient pas claires. Je peux te dire ça. Et quand on lui demande d'être plus clair, il se fâche. Est-ce que c'est une façon d'apprendre aux enfants? Euh, Je, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il te colle des problèmes. Il n'y a pas de piste. Genre, vous voulez aborder une nouvelle notion. Il te colle un problème par rapport à la notion et il te donne pas de piste de réflexion pour construire toi-même ton esprit et arriver à la réponse, en fait. d'accord. Et donc ça a créé une cassure en toi en première C, c'est ça? Non,
arrivée quand même motivée en terminale parce que j'ai franchi la première. C'était déjà une belle motivation d'être sortie de cette classe. Ce Mhm. qui m'a vraiment épuisée, c'est que en terminale, je pense que on s'est tellement plaint que l'encadrement a décidé de nous changer de prof de maths. On a OK. eu un qui était vraiment très bon, qui Mhm. est venu de l'université, qui avait la méthode, mais qui s'est rendu compte dès le premier trimestre que pour des élèves de terminale dont la matière principale, c'est la maths, ce sont les maths, on n'avait aucune base. Hmm. Donc, ce qui m'a saoulée, c'est que la terminale, on a passé la terminale à reprendre le programme de la première Wow. pour ensuite aller faire les maths de terminale. Du coup, même à la veille du bac, on faisait les maths, on faisait encore des exercices. Alors, je t'assure que cette année-là, c'était en 98, Mhm. aux Olympiades. Si tu te rappelles, on organise les concours interlycées dans toutes les matières, là. C'est ça. Oui, 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 bien sûr. Alors, Oui. cette année, notre classe avait ramassé pratiquement tous les prix en maths et en PC tellement qu'on bossait. Wow. PC, on a pris le premier, le deuxième prix. Maths, ils ont pris le premier prix. Le collège de la salle a pris la coupe cette année-là à cause de nous. Mais quand on est arrivé au bac, on était tellement épuisés qu'on n'a même pas fait 50% de réussite. Sinon, on a fait 50, mais à peine. On était épuisés. Même Ah, celui qui a eu le troisième national, le deuxième national en PC, il n'a pas réussi. Donc, du coup, et ça, c'était ma première vraie leçon, comme je te disais, parce que quand tu l'as dit toi-même, c'est des élèves, on était quand même, quand tu ne bosses pas, tu as 13 de moyenne. Donc, c'est ça. l'échec, ça ne fait pas partie de ton mental. Tout à fait. C'est vraiment pas dans ton mental. Donc, tu te prends cet échec-là en pleine. Hmm. Alors, ce qui m'a fait remonter, parce que je t'assure que je me suis remise en question dans tous les sens du thème, c'est une simple phrase d'un de mes oncles. C'est pas une fin, c'est pas la fin du monde. Je n'avais jamais réalisé qu'avoir un échec, ce n'est pas la fin du monde. Et effectivement, c'est pas la fin du monde. OK. Le lendemain de mes notes, je me suis réveillée. C'est vrai, d'autres sont passés, mais le monde a continué à tourner. C'était une vraie leçon. Après, Ah, figure-toi que derrière mon oncle, c'est le papa il m'a sonné les cloches. Il est venu me trouver en train de pleurer. Il dit qu'il ne veut pas voir ça ici. Qu'il n'allait pas, ah, si tu as échoué, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait. C'est pas en pleurant que tu vas arranger quelque chose. Tu vas reprendre ton relevé. Tu t'assois, tu analyses la situation. Et donc, je t'assure, depuis cette année 98, sans même connaître la phrase de Mandela qui dit que je n'échoue pas, j'apprends, c'est mhm. devenu mon slogan. Les échecs sont des occasions d'apprendre. Ils sont pas agréables, mais il faut jamais se décourager après. Il faut se lever. Donc, vraiment, ma première vraie leçon après ce bac-là. L'année d'après, on a analysé la situation. On a compris le principe. On a eu le bac, mais je t'assure, Bernard, ras le bol des calculs. Ras le bol des calculs. On a réussi à me dégoûter de ma passion. Est-ce que tu te rends compte? Du coup, qu'est-ce qui C'est restait à faire? Qu'est-ce qui restait à faire? Bah, je ne connais que la médecine dans mon entourage, donc médecin. Et c'est comme ça que j'ai atterri en médecine. Mais wow. Donc, en fait, là, tu as fui les mathématiques et, et la physique pour te réfugier dans oui, la médecine. pour me réfugier dans la médecine, c'est le bon terme. Mais ça a été un bon refuge. Ça a Hmm. été un bon refuge parce que je me suis rendu compte que question relation humaine, approche humaine, approche de l'humain, de son humanité dans toute son entièreté. Je sais pas d'autres matières, hein, mais franchement, je ne pouvais pas rêver mieux que la médecine. Donc, même D'accord. si ça a été un refuge, c'était un mal pour un bien. C'est D'accord. comme Où est-ce que ça. tu as fait la formation de médecine et quel temps cela a pris? J'ai fait ma formation de médecine à Dakar. OK. Donc, après le bac, Déjà, là, immédiatement, tu es allé au Sénégal. après le bac, je cherchais une inscription à Dakar. OK. Disons que la première année, oui, je suis allée, mais il y a eu un petit temps où j'ai cru à un moment donné que j'allais rester à Ouaga.
parce que OK. l'inscription traînait un peu à Dakar. Du coup, le premier trimestre de l'année 99-2000, l'année invalidée là, j'étais à Ouaga le premier trimestre. J'ai OK. fait Une petite question, oui, Fabienne. dis-moi. Pourquoi le choix de Dakar? Est-ce que c'est à cause de l'année invalidée ou bien c'était vraiment le focus était d'aller au Sénégal pour faire les études de médecine? Non, c'était pas l'année invalidée. Quand j'ai commencé l'année, on ne savait pas que l'année était allée être invalidée au Burkina ici. J'ai OK. commencé l'année normale. Dakar parce que ma mère a fait Dakar. C'est elle qui a fait Ah, un peu le choix pour moi en fait. Et elle l'a toujours dit, c'est un excellent centre d'apprentissage. Donc, ah, pour d'aller à l'étranger, c'est un peu elle qui a fait le choix. J'ai dit, bon, tant qu'à faire, je suis ce qu'elle me dit. Elle ne peut pas être de mauvais conseils pour sa fille. c'est C'est comme ça. ça que je me suis choisi Dakar. Mais comme l'inscription traînait, j'ai Mmh. fait le premier trimestre à Ouaga ici. En fait, je tiens à te parler de ça. Pourquoi? Parce que quand tu viens du collège de la Salle Bernard, tu n'es pas préparé à ce que l'UO te présente. Tu C'est-à-dire? t'imagines, j'habitais à 2 pas de l'hôpital, pardon, à deux pas de l'université. Mais si tu n'es pas devant l'amphi à 4 heures du matin pour un cours que tu n'es même pas certain qu'il va commencer à 7 heures, si tu n'es pas là à 4 heures du matin, tu ne vas même pas t'asseoir à cause des Waouh! problèmes de place. À cause des problèmes de place. Première année, vous étiez L'université, combien? en première année, à Ouaga, on était en gros dans les 200. Ça ne semble pas beaucoup, mais pour l'amphi qui était petite, si t'es pas Mmh, devant, les profs n'ont pas de micro. Si tu es derrière, autant laisser tomber parce que derrière, il y avait que les chahuteurs et puis les redoublants. Eux, c'est pas leur problème. Ils ont déjà les cours. mmh. Donc, si tu veux être positionné, il faut être parmi les premiers. Donc, il faut être là-bas très tôt le matin. On allait faire la bagarre avec le gardien. Je me rappelle que des fois, même on le soulève, on le dit, on le pose de côté. Nous-mêmes, on ouvre l'amphi pour entrer s'asseoir. Donc, ça, c'était quelque chose. Avec Waouh! des profs, que tu as du mal à suivre les cours. En fait, c'était vraiment quelque chose, c'est une expérience à vivre. Mais, je pense qu'aujourd'hui, la situation a quand même changé. La faculté de médecine a quand même, Et oui, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup ouais, tant évolué. mieux. L'amphi dont je te parle, elle a été bien aménagée maintenant avec des écrans tactiles et tout. Franchement, le nombre des étudiants a beaucoup augmenté, mais ils ont trouvé quand même des amphis où ils pouvaient recevoir tout le monde. Et donc, sur ces fêtes, on a fait les derniers cours. Et puis, un temps, on m'a dit que mon inscription est validée à Dakar. Je suis partie. Mais Mmh. figure-toi qu'après moi, il n'y a plus du tout eu de cours ici. Et après, on est venu à me dire que l'année a été invalidée. Mais c'est Mais comme quand ça tu que... es arrivé au Sénégal, est-ce que tu as dû reprendre la première année ou bien tu as continué? Non, non, je suis arrivée courant premier trimestre. Donc, je n'ai que raté que quelques cours OK, que j'ai pu rattraper sans souci. Tu arrives OK. au Sénégal. Dans le fond, maman, elle n'avait pas tort. C'est une très bonne école pour apprendre parce que Mmh. côté médecine, côté apprentissage, on va pas mentir, à l'université Cheikh Anta Diop, ils ont la méthode. Sur le plan humain aussi, à Dakar, c'était une aventure. L'intégration, c'était comment? Bon, l'intégration, je dirais que c'était pas difficile. Tu sais OK. ce qui était difficile? Sinon, l'intégration même, on arrive à l'université. On est tous entre étudiants avec beaucoup d'étrangers, donc on vit à peu près les mêmes réalités. Du coup, sur les bancs, c'est vraiment une formidable école pour ouvrir l'esprit parce que tu rencontres plein de nationalités. Tu Mmh. rencontres aussi les Sénégalais qui sont dans leur pays. Tu apprends à voir comment les autres réfléchissent. Sinon, non, l'intégration, quand tu viens toute jeune, moi, j'estime que ça ne pose pas de problème. Vraiment, Mais ça ne qu'est-ce pose qui a pas de... posé problème? Tu parlais tout à l'heure du côté humain. Quel est cet aspect qui a été un choc pour toi? Le fait d'arriver dans un pays étranger où on ne parle que le Wolof que tu ne comprends pas, D'accord. où les gars n'ont pas la volonté de te faire comprendre le Wolof. Donc, ce OK. qui m'a aidé, c'est qu'il n'y avait pas que moi, il y avait aussi plein d'autres étrangers. On vivait les mêmes choses, donc on se partageait un peu nos misères. Et puis,
La petite chose, c'est que le burkinabé, tu connais le burkinabé, on ne sait pas marcher. Il fallait apprendre à marcher. Il fallait apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Pour aller d'un point A à un point B où il y a 100 mètres, on prend la moto à Nous, Ouaga. on est habitués. C'était l'époque des motos, là, les ninjas, les Tu as Tassaba. vu ça? Tu as vu, non? Tu débarques à Dakar, à mon moto file. Donc, il faut gratter, il faut marcher. Tu es une boursière de l'État burkinabé. Quand l'argent n'arrive pas, tu calcules ton argent. Hey, si tu prends bus aujourd'hui, là, ma chère, tu vas pas manger 3 jours. Donc, tu grattes. Non, je te jure, 5 kilomètres, c'est comme rien, quoi. Tu grattes. Il n'y a aucun souci. Tu grattes. Voilà. Oui, oui. OK. Ah, Mais le parcours, comment finalement le parcours, la première année, elle s'est bien déroulée? Finalement, les études ont duré combien de temps? alors, la première année, mes études, non, j'ai fait mes 7 ans. C'est vrai que les 2 premières années, c'est peut-être le temps de s'acclimater au changement de pays et tout. Les deux Mhm. premières années, je suis revenue en session pour deux matières. Mais après, quand tu comprends comment il faut bosser, après, quand même, les choses se sont passées. Les choses se sont passées sans difficulté. Je suis arrivée en 99. J'ai soutenu ma thèse en 2018. J'ai quand même pris mon temps. Sinon, normalement, c'est en 2017 que j'aurais dû soutenir, mais j'ai tenu à rentrer au Burkina pour faire mon sujet parce que j'ai étudié sur la transfusion sanguine au Burkina. Du coup, ça a pris plus de temps que les autres. J'ai fini en 2018. Alors, déjà, dès la fin de la médecine, je savais déjà ce que je voulais faire comme spécialité. En 4e année de médecine, j'ai rencontré l'hématologie parmi nos matières. Et c'est une matière qui m'a tout de suite plu. C'est devenu vraiment, j'aime bien le thème, c'est devenu ma passion. Donc, dès que j'ai fini la médecine, je savais déjà que je voulais faire l'hématologie d'un côté. Et je savais de l'autre côté que si j'arrête la médecine, les études maintenant pour aller essayer de travailler pour gagner de l'argent, revenir sur les bancs, c'est pas évident. Quand on a déjà fait 8 ans, revenir sur les bancs encore, donc autant continuer si tu as l'occasion de continuer. Et donc, comme je savais déjà ce que je voulais faire, bah, j'ai cherché tout de suite à voir comment faire ma spécialisation. Hmm. J'aurais aimé continuer à Dakar, mais à l'époque, il n'y avait pas encore d'école d'hématologie pour faire la spécialisation à Dakar. Du coup, j'ai Hmm. attendu parce qu'ils m'ont promis qu'ils allaient ouvrir. J'ai attendu 1 an. J'ai même travaillé pendant ces 1 an-là, toute l'année 2018 jusqu'en 2000, non, 2008. Qu'est-ce que je raconte? Pas 2018, 2008. Voilà, 2008-2009. J'ai même travaillé au centre de transfusion sanguine du Sénégal en attendant qu'ils ouvrent la formation, mais ils l'ont pas ouvert. Du coup, j'ai trouvé une inscription ailleurs en Côte d'Ivoire. Et en 2008, j'ai quitté le Sénégal pour aller continuer mes études en Côte d'Ivoire, d'où je suis sortie en 2013. D'accord. Pour résumer, tu as fait 7-8 ans d'études au Sénégal et tu es sorti C'est médecin ça. généraliste. Par la suite, tu as continué en Côte d'Ivoire pour faire ta spécialisation. Et là-bas, les études ont duré combien de temps? La spécialisation, la durée classique, c'est 4 ans, de OK. 2019 2009 à 2013. OK. Voilà, c'est ça. Et si tu dois Et comparer les trois environnements d'apprentissage, c'est-à-dire Ouaga, Dakar, Abidjan, euh, Mhm. quel, quel contraste existe entre ces trois places d'apprentissage pour la médecine? Je dirais que la plus expérimentée reste le Sénégal, quoi qu'on en dise. Voilà, la plus expérimentée reste le Sénégal. Après, OK. c'est la Côte d'Ivoire en termes d'expérience parce que les écoles sont un peu plus vieilles. À l'époque, l'école du Burkina avait encore des choses à acquérir, à apprendre. Je me rappelle que quand nous, on faisait la médecine, nos profs à Dakar, là-bas, venaient à Ouaga pour enseigner aussi. Donc, Hmm. voilà. Mais maintenant, avec le temps, le Burkina aussi a pris son expérience. Mais à mon époque, dans les années 2000, c'est vraiment la plus complète, la formation la plus complète, c'était au Sénégal. Tu as vécu, tu as grandi à Dakar. Je t'assure que quand tu arrives en Côte d'Ivoire,
Oh non, tu n'as plus de problème. On avait l'habitude de dire entre étrangers que quand tu as pu survivre à Dakar entre les gens qui ne parlent que Wolof, les coupures d'eau qui viennent de manière intempestive, tu comprends rien, mais si tu as pu survivre, il n'y a pas ce pays au monde là où tu ne peux plus survivre après. Et ça s'est vérifié. Parce qu'à Abidjan, c'était comme un poisson dans l'eau. D'abord, tout le monde parle français. Franchement, quoi. Oui, Après, c'est beaucoup plus facile. oui, sauf que actuellement à Dakar, les coupures d'eau, c'est réglé maintenant, je pense. Ah bah, j'espère à l'époque. Oh, mais oh, à l'époque, nous, on habitait à Gueule-Tapée. C'est pas la même chose. J'espère que c'est vraiment réglé. Mais comment s'est J'espère que passée c'est la vraiment réglé. spécialisation? Comment s'est passée la spécialisation à Abidjan? Alors, n'eût été le conflit parce que je suis arrivée en Côte d'Ivoire en 2009. Il y avait la crise post-électorale, si tu te rappelles. Mhm. Ça, franchement, comme je te dis, je suis tombée dans une matière qui me passionnait. Donc, vraiment, j'ai pas eu de difficultés. On travaillait à l'hôpital. Notre temps de présence ce n'était qu'à l'hôpital avec les patients. Donc là, Hmm. vraiment, tu appréhendes l'être humain, tu vois, dans sa maladie, ce que tu peux lui apporter. Donc vraiment, c'était vraiment une très belle expérience. Et au bout du compte, je suis sortie avec un diplôme et avec des relations, puisqu'on se retrouve avec plusieurs nationalités qui viennent faire leur spécialisation. Donc, je sors avec le diplôme de la matière qui me passionne et avec des collègues au Mali, au Sénégal, au Congo. Et c'était tout bénéfice. Et là, Wow. avec la crise post-électorale, ce qui a compliqué les choses, c'est qu'on ne pouvait pas forcément tout faire là-bas. Du coup, je faisais des allers-retours entre Ouaga et Abidjan. Hmm. OK. Je voudrais que tu réexpliques un peu la passion dont tu parles au niveau de l'hématologie. Qu'est-ce qui a fait que tu as aimé cette matière? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ce qui a fait que j'ai aimé l'hématologie en quatrième année, c'est que c'est une matière où à la fois tu es en contact avec les gens à l'hôpital, Mhm. où il y a des maladies qui forcément vont te forcer à vraiment être en contact avec eux, pas seulement à rester en surface. Et en même temps, tu vas aussi au laboratoire pour voir ce qui se passe. En fait, tu as l'occasion de connaître à la fois la maladie dans tous ses détails et de voir aussi l'être humain qui est derrière. Et vraiment, tu as une vue globale de ce qui se passe et tu sais comment aider les gens mieux, quoi, parce que tu sais expliquer la maladie dans tous ses détails. Donc, vraiment, ces deux aspects-là, parce que tu sais, le médecin, soit il est juste à l'hôpital devant les patients, soit il est au laboratoire, il est que biologiste, pas lien avec la population. Alors que moi, l'hématologie me permet de faire cet aller-retour-là. Et ça, franchement, c'est l'une des premières choses que j'ai beaucoup aimé dans la matière que je fais. Et après, c'est un domaine qui bouge tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, les progrès ne finissent pas. On peut toujours aider D'accord. les patients. C'est un peu ça. OK. Mais si tu devais expliquer dans un français facile ce que Oui. c'est que l'hématologie, Dans un c'est français quoi? facile, l'hématologie, c'est la discipline de la médecine qui s'occupe de toutes les maladies qui concernent le sang. Mmh. L'une des maladies que nous tous on connaît, c'est la drépanocytose, Mhm. n'est-ce pas? Voilà. Mhm. C'est la matière par excellence où tu t'occupes de la drépanocytose. L'autre maladie que les gens connaissent un peu moins, c'est ce qu'on appelle l'hémophilie, où quand quelqu'un se blesse, il saigne, il n'arrête pas de saigner. Voilà les deux choses que les gens connaissent peut-être. Et un terme qui fait un peu peur aux gens dans les cancers, tu as ce qu'on appelle les leucémies. Donc, Mhm. c'est la partie de la médecine qui s'occupe de ça. Donc, en termes simples, c'est ça, c'est toutes les maladies du sang. Et au Burkina, actuellement, vous êtes combien? Au Burkina, euh, on est, si je compte ceux qui sont à la retraite, on est deux à Bobo, euh, quatre à Ouaga, on est six. Qu'est-ce qui explique ce faible nombre de dermatologistes au Burkina? Est-ce que c'est parce que les gens, dans votre domaine, beaucoup ne s'y intéressent pas? Ou bien est-ce que c'est parce que la formation, elle est difficile? C'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Quand même, parce que pour une population de près de 23, 24 millions d'habitants,
On dirait que vous êtes en short supply. Yes, c'est exactement le bon terme. Tu sais, les gens ont l'impression que c'est une matière difficile. Ça, c'est Mhm. un. Et deuxièmement, la réalité est bonne à dire. Quand actuellement les jeunes médecins te disent qu'ils veulent faire une spécialité, ils viennent d'abord te demander est-ce que ça gagne de l'argent? Si tu Wow. compares, ben oui, oui, la réalité est là. Attends, Donc, tu peux tu compares. reprendre ça, s'il te plaît? J'ai dit, les jeunes médecins, quand ils viennent faire une spécialité, l'un des premiers critères, c'est qu'est-ce que ça leur apporte, en fait, en termes de revenus? Donc, ce n'est pas la passion, ce n'est pas l'amour, c'est Non. ça paye combien? Non, 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 ouais. Malheureusement, bon, on va pas en vouloir à quelqu'un, c'est la réalité et la vie est devenue Ouais. difficile. Donc, les gens Hmm, cherchent ce qui peut les faire gagner de l'argent. Jusque-là, en tout hmm, cas, la plupart des jeunes qui nous ont approchés pour parler de l'hématologie, c'était un peu ça. La OK. passion même de la chose, bon, je n'en ai pas encore croisé beaucoup. Et tu compares l'hématologie à une matière comme la cardiologie où tu as des examens qui te font gagner de l'argent. Bon, ça ne va pas forcément attirer les gens en premier. La réalité est Hmm, là. Voilà, la réalité est là. Et il faut avouer que c'est un domaine où les gens pensent que c'est compliqué en fait. Donc, on gagne souvent quand on a l'occasion avec les jeunes à leur montrer que non, c'est pas la matière compliquée que vous pensez par rapport à autre chose. Au contraire, ce qui est difficile, c'est parfois comment traiter les patients. Sinon, la matière en elle-même n'est pas si compliquée que ça. Et actuellement, tu travailles où, si ce n'est pas un secret? Non, actuellement, je travaille à l'hôpital de Bogodogo, au CHU de Bogodogo. OK. C'est l'un des premiers pas, c'est voilà, c'est là-bas que je suis. Je peux te dire que avant de travailler à Bogodogo, quand je venais de rentrer, j'ai commencé avec l'hôpital Saint-Camille, que peut-être vous connaissez, l'hôpital Mhm. Saint-Camille. Je m'occupais sur les patients drépanocytaires. OK. Voilà. Tu peux expliquer un peu ce que c'est que les patients drépanocytaires? Qu'est-ce que ça veut dire? La drépanocytose. Mhm. Tu peux nous euh, expliquer ça? alors, la drépanocytose, c'est une maladie qui se traduit par des crises. Si tu peux me permettre l'expression, en Morée, on appelait ça Kamwerse. À Kamwerse, OK. Voilà. En Djoula, on dit Kolochi. Ça dit, dans la population, les gens connaissent ça comme des rhumatismes. Hmm. Une maladie, il y a un manque de sang, il y a des douleurs terribles au niveau des os à des périodes de l'année ou bien dans des circonstances. Et à un moment donné, les gens pensaient que c'est des patients qui mouraient vite parce que bon, il n'y avait pas de prise en charge. C'est Hmm. une maladie comme ça. Une D'accord. maladie que on hérite de papa et de maman, voilà, et avec laquelle on grandit. D'accord. Et ce sont ces patients, tu t'occupais de la prise en charge de ces patients à Saint-Camille, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est Et bien comment ça. cela s'est passé? Quelle était ton expérience? Quand je suis arrivée, mon expérience, tu sais, tu me demandes mon expérience, je m'arrête toujours pour me demander, qu'est-ce que je peux te dire? C'est des patients qui ont besoin de parler. Mhm. Est-ce que tu vois? Tu Oui. es jeune, tu t'entends dire que tu as une tare, que tu n'es pas normal. Tu es quel enfant qui grève le budget familial parce que c'est toi qui es tout le temps malade. Tu ne vas pas Hmm. tu vas mourir vite. Tu vois, tu as affaire à ce genre de patients-là qui vraiment, humainement sont déjà, ils ont besoin d'aide. Donc, si tu veux, même au-delà de la dimension médicale, c'est des gens qu'on écoute beaucoup. C'est des gens Hmm. qu'on écoute beaucoup. C'est vrai qu'on essaie de les accompagner en soignant leur corps, mais c'est des gens qu'on écoute beaucoup. L'un des premiers objectifs, c'est de leur dire que non, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas la faute des parents. Certes, ça s'est passé comme ça, mais vous êtes suivis. Il n'y a pas de raison que vous ne grandissiez pas comme tout le monde. C'est juste que vous Mhm. voyez le médecin un peu plus que les autres. Mais c'est des gens qui ont besoin de beaucoup d'écoute. C'est OK. surtout ça. Docteur, pour bien comprendre, c'est-à-dire que Oui, oui. une personne qui a la drépanocytose, ce n'est pas une Oui. condamnation, c'est Non. une bonne prise en charge, la personne peut s'en sortir.
Absolument. Pour OK. te dire, parmi les patients que moi je suis, quand je dis ça, les gens sont toujours étonnés. La plus vieille parmi les femmes, elle a 82 ans Wow! actuellement. Elle a eu une vie de famille, elle a des enfants et rassure-toi, elle n'est pas grabataire sur un fauteuil roulant, elle est sur ses 2 pieds. Parmi les hommes, le plus vieux, il a 73 ans cette année. Je lui dis tout le temps, j'ai dit, rassurez-vous, papy, je parlerai de vous chaque fois que j'ai l'occasion. Il Wow! rigole tout le temps. J'ai dit, mais oui, parce que c'est un espoir. Parce qu'à côté de vous qui avez 72 ans, vous êtes toujours avec mamie qui est là avec vos enfants. Un jeune de 20 ans à qui on a répété toute sa courte vie qui ne va pas dépasser 30 ans. Vous imaginez ce que vous représentez? Donc, Mmh. je parle de lui tout le temps, tout le temps. Ouais. Ouais. Ils sont suivis, ils sont suivis et voilà, ils ont les bons gestes au quotidien. Et c'est Mmh. ça, ils sont accompagnés. D'accord. Et après Saint-Camille, tu es allé où? 5 amis, après 5 amis, dans le fond, j'ai pas quitté 5 amis, hein. Sauf que mon activité principale maintenant se passe au CHU de Bogodogo. Voilà. Continue quand même de rester à Saint-Camille. Oui, parce que OK. les drépanocytaires, hein, il y en a, hein. On a toujours besoin de les accompagner. D'accord. Mais revenons quand même à cette maladie. Oui. Tu as dit tout à l'heure que les enfants héritent ça de papa et de maman. Oui. Est-ce à dire que, si je vais être cru, est-ce à dire que il y a des couples qui ne doivent pas avoir des enfants? Ah non, Est-ce qu'il non. y a, est-ce à dire que euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, par exemple, au niveau de la médecine, s'il y a un couple qui a un projet de mariage, est-ce qu'on a la possibilité de se tester pour voir si les enfants qu'on va faire ensemble, ils seront des drépanocytaires ou pas? Est-ce qu'il y a ça qui rentre en jeu ou pas? Tu sais, Bernard, quand les gens veulent se marier, ils viennent pas demander l'avis du médecin, Ça, c'est vrai n'est-ce aussi. pas? Oui, non, non, ils viennent pas demander l'avis du médecin. Ouais. Sinon, dans les bilans que la mairie demande, il y a un Mhm. examen qu'on appelle électrophorèse. Et OK. c'est l'électrophorèse qui permet de dire je suis AC, je suis AS. Bref, c'est l'électrophorèse qui permet au couple de savoir si oui ou non parmi les enfants qu'ils auront, il y en a qui auront la drépanocytose ou pas. Cet examen-là existe, mais cet examen n'est pas obligatoire comme le serait le test du VIH Mm. pour avoir l'autorisation du mariage. Il n'est pas obligatoire. Il est souhaitable, mais il n'est pas OK. obligatoire. Je ne peux pas te D'accord. raconter le nombre de couples qui se sont mariés dans l'ignorance totale et complète de cet examen. Et c'est quand l'enfant naît qu'il commence à avoir des problèmes qu'on se rend compte que, ah, il y avait un souci. Et quand on va faire les électrophorèses, voilà ce qui se passe. Mm. Sinon, on encourage la population, ça fait partie de nos campagnes de sensibilisation. Il faut que vous sachiez vos électrophorèses avant d'engager même toute démarche pour dire que vous allez tomber amoureux de quelqu'un. Il vaut mieux savoir pour ne pas être Docteur, surpris. docteur. Iti Sabali. Mais oui, Non, mais est-ce que tu attendez. sais que ce... Oui, Un jeune qui rencontre une femme oui. qui tombe soudainement amoureux de la personne. Bon, qui tombe amoureux de la personne. Vous voulez qu'ils mettent l'amour-là de côté pour aller voir ils font l'électrophorèse avant de continuer cet amour-là? Est-ce que c'est pratique? Euh, Là, tu me poses une colle, mais si tu veux, littéralement, c'est ce qu'on leur demande. Mais c'est un Mhm. discours qui passe plus facilement chez un drépanocytaire ou bien parent de drépanocytaire qui sait ce que ça veut dire que de vivre cette maladie-là au quotidien. C'est vrai, c'est Si vrai. tu veux, ce slogan-là même est venu d'un des patients. Il dit amour d'accord, mais électrophorèse d'abord. Hein, Tu vois? C'est pas moi qui le dis, ce sont. Mais ça, c'est quelqu'un qui a vécu la chose ou bien quelqu'un dans la famille de laquelle il y a la chose. Ce que hmm, nous, on fait, c'est surtout auprès des jeunes. Quand on OK. a l'occasion de faire les sensibilisations, on explique ce que c'est que la maladie. On les invite à venir parler avec des drépanocytaires pour savoir ce que c'est. Et derrière,
il faut que vous connaissiez vos électrophorèses. Maintenant, après, écoute, on a des couples comme ça, hein, où ils savaient très bien que, en ayant des enfants, il y aurait des drépanocytaires parmi eux parce que nous deux, on est comme ça. Mais on a Hmm. choisi quand même de rester ensemble. J'en connais des couples comme ça, où Mais c'est en effectivement les toute enfants connaissance de sont nés. cause. Oui, absolument, en toute Hmm. connaissance de cause. Et les enfants sont nés. Effectivement, il y en a qui étaient comme ça. Mais comme c'était leur choix, ils ont assumé. Ce qui est douloureux, c'est quand on ne sait pas. Hmm. Tu vois? Et c'est quand devant l'enfant malade, on se rend compte que, ah, on était comme ça, comme ça, comme ça. Du côté des parents, Aya, la faute, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Du côté des enfants, on a aussi ça. Du côté des enfants, je peux t'en citer des gens qui sont remplis de colère actuellement contre leurs parents parce qu'ils sont allés faire des enfants comme eux. Donc, tu vois un peu. Pour une petite seconde. Tu poses là un véritable problème sociétal. Ça mérite quand même que tu puisses expliquer ça de manière simple pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre ce que tu es en train de dire. Mhm, Je comprends que cette maladie est là mhm, et elle se passe de parent à enfant. mhm. L'une des meilleures voies de prévention, c'est que les couples, avant d'entamer leur projet de mariage, qu'ils puissent d'abord faire l'électrophorèse Exactement. et que cela puisse informer leur décision de pouvoir continuer leur relation amoureuse, mais en sachant qu'il y a la probabilité qu'un des enfants puisse être drépanocytaire. C'est bien cela? Exactement. Sinon, même que tous les enfants qui vont accoucher soient drépanocytaires. Mais tu ne dis pas que Oui. un couple qui fait son électrophorèse Oui. et qui se rend compte que il y a la probabilité que les enfants soient drépanocytaires. Oui. Toi, en tant que médecin, ton avis, ce n'est pas que ce couple-là ne doit pas se marier. Est-ce que j'ai bien compris? Non, je ne veux pas dire que... Oui, en fait, mon avis de médecin qui n'engage que moi, c'est que ce couple-là ne devrait pas faire d'enfants. Je ne vais pas dire ne devrait pas se marier. Il y a une très grosse différence. OK. Mais ce couple-là ne devrait pas faire d'enfants parce qu'il y a une possibilité. Parce qu'il y a une possibilité. Mais, mais docteur, s'il y a une prise en charge qui permet de garantir que ces enfants vont avoir une vie normale, pourquoi ne devrait-il pas faire d'enfants? Pourquoi mettre au monde un enfant qui, même s'il est accompagné par un médecin, va aller voir un médecin tous les 3 mois? Pourquoi mettre au monde un enfant qui, même s'il est accompagné par les médecins, va quand même faire des crises douloureuses de temps en temps, même si, s'il est bien accompagné, il n'en fera pas beaucoup, mais il va quand même faire des crises. Pourquoi faire un enfant qui va quand même avoir une anémie, donc qui va quand même être quelque part diminué sur le plan de la santé par rapport à ses camarades, parce qu'il est drépanocytaire, même s'il est bien traité, il est bien accompagné. Il y en a qui sont bien, si c'est pas que tu leur dis qu'ils sont drépanocytaires, on ne le sait pas. Mais ils prennent des médicaments quand même par rapport à toi et moi qui n'allons voir le médecin que quand on est content ou quand c'est bizarre, et ils sont obligés d'aller voir le médecin au moins 2 fois par an. Wow. Bon, et quelque part, ça reste quand même des dépenses, quoi qu'on en dise. Ça reste quand Oui. même des dépenses. Tout à l'heure, tu disais que vous êtes 6, dont 2 à Bobo, 4 à Ouaga. Ça veut dire que la Mhm. majorité des hématologues travaillent en milieu urbain. Quid Oui, du reste du pays, du milieu rural? oui. Si tu veux, c'est une matière où c'est difficile d'aller l'appliquer en milieu rural. Parce que je te disais tantôt qu'on fait souvent la navette entre le laboratoire et la salle de consultation avec les patients. Si tu n'as Mhm. pas un laboratoire qui est quand même assez fourni, ce qui n'est pas forcément disponible en milieu rural, c'est difficile de travailler en milieu rural quand tu es hématologue. Ça aussi, il Mhm. faut prendre ça en compte. À moins que dans ton milieu rural, tu n'aies mis en place vraiment une unité technique qui est quand même assez fournie, assez pointue.
Sinon, c'est pas une discipline où vraiment, en milieu rural, tu vas pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Je vais dire ça Donc, comme ça ça. veut dire que pour l'instant, les endroits où il y a des laboratoires bien fournis, c'est Ouaga et Bobo. Donc, tous ceux qui sont, par exemple, dans la zone de l'Ouest, que ce soit Mhm. Sendou, Nyankorodougou, tout ce beau monde-là, s'il y a des prélèvements, il faut faire ces prélèvements et les ramener à Bobo pour faire les analyses et repartir dans ces zones-là pour pouvoir faire le traitement. C'est en ça que tu dis que c'est assez compliqué, n'est-ce pas? Oui, il y a des laboratoires aussi dans les villes secondaires, genre Banfoura et tout, mais vraiment, si tu veux certains examens vraiment pointus, oui, Mhm. il faut revenir dans les villes principales. C'est Hmm. ça, la réalité. D'accord. Mais est-ce que, docteur, tu as été témoin, ou du moins, je veux, sans trahir un secret médical, je voudrais Dis-moi. que tu nous parles un peu du côté humain et social de cette maladie. Est-ce que tu as vu des couples se briser à cause de leur progéniture qui sont drépanocytaires, ou est-ce que tu as vu des enfants qui en veulent vraiment à leurs parents de les avoir mis au monde, au point où ça compliquait leur relation avec les parents? Oui, 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 oui. Tout ce que tu dis, ce sont des exemples qu'on a dans les patients qu'on suit. Ce Hmm. dernier, ce dernier cas des enfants qui en veulent à leurs parents, on en a même un qui est actuellement, c'est un grand garçon de plus de la vingtaine, hein, qui est actuellement OK. hospitalisé Hmm. je pense que c'est même cette colère en lui là qui fait qu'il est hospitalisé maintenant et que ça ne va pas. Ça, c'est l'un d'eux. Le deuxième, il est là. Je pense qu'il a même quitté sa ville natale parce que bon, ça n'allait pas du tout. Il a trouvé l'occasion d'avoir un boulot où il s'est éloigné de ses parents. Il est parti. Donc, ce dernier cas de figure où les enfants ont de la colère, j'en ai déjà deux vraiment qui sont vraiment, c'est cette colère-là en eux rend leur prise en charge compliquée. Les couples qui se sont séparés, ça aussi, hein, ça. Alors, les exemples que je peux te dire, parfois les couples ne se séparent pas forcément. Tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Parfois les couples ne se séparent. Mais tu vois, par exemple, chez les musulmans, où ils ont la possibilité de prendre d'autres femmes, je connais plusieurs familles comme ça où la maman avec les enfants qui sont nés drépanocytaires, quand on a fini d'expliquer à la famille comment c'est, ben, on a posé la femme de côté, on en est cherché une deuxième femme. Hmm. Parfois sans forcément faire l'électrophorèse pour voir. Hmm. Et je connais des familles en particulier où justement, même avec cette deuxième femme, les enfants sont nés, il y avait des drépanocytaires dedans. Voilà. L'autre cas de figure, c'est des jeunes qui ont commencé à cheminer. Entre-temps, il y a un qui se sait, genre AS, il sait dans sa famille qu'il y a des drépanocytaires. Il dit à la copine, il faut faire ton électrophorèse. On se rend compte qu'elle aussi, aïe, si on se met ensemble, il y a des possibilités comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Et oui, on a géré aussi on dit dans le langage de la rue des goumins comme ça, mais j'ai vu des couples comme ça aussi se séparer avant que vraiment les choses n'aillent plus loin parce que on ne veut pas avoir d'enfants drépanocytaires. Ça, on a vu. Ça aussi, on a vu. Donc, oui, Mais dis-moi. docteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est Oui. porteur du gène AS, est-ce à dire que la personne doit finir sa vie célibataire? Ou du moins, est-ce à dire que la personne ne doit pas faire d'enfant? Mais non, AS, il n'est pas malade, il n'a aucun souci. Seulement, ce qu'on lui demande, c'est que ce S qu'il porte là ne croise pas un autre S en face de lui. C'est-à-dire un AS, on souhaiterait qu'il évite de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre aussi qui soit AS. D'accord. Donc, c'est ça que je voudrais que tu nous expliques mieux. Voilà. Quels sont les couples qui sont compatibles et qu'est-ce qui n'est pas compatible? Je ne m'exprimerai pas en termes de compatibilité, mais les couples que vraiment on souhaite qu'ils ne restent pas en couple, en tout cas qu'ils n'aient pas d'enfants, c'est quand les deux sont, par exemple, AS. C'est-à-dire qu'à ce moment, l'un des enfants, sinon même peut-être les trois ou les quatre auront la malchance de prendre S des deux côtés. SS. C'est même la forme la plus sévère de la maladie.
Ou alors, OK. l'un est AS et l'autre est AC. SC, c'est la forme de la drépanocytose qui est la plus fréquente au Burkina Faso parce qu'on a beaucoup de AC chez nous. Donc, Mmh. vous êtes AS et madame ou monsieur en face est AC, sachez que si vous n'avez pas la chance, peut-être que vous aurez 4 enfants et les 4 enfants vont prendre de vos 2 côtés là, S et C. Ils vont naître drépanocytaires. Comme vous pouvez aussi avoir la chance que les 3 enfants que vous allez mettre au monde, personne ne va être. C'est la loterie, en fait. Mais la Mmh. possibilité est toujours là. Donc, AS, AC, ça, c'est les couples où les deux n'ont rien. Ou bien un qui est drépanocytaire SC, il va de soi qu'en face de lui, il ne doit pas croiser quelqu'un qui est AS ou bien quelqu'un qui est AC. Wow. Le jeu, c'est que le S ne doit pas croiser, le S de l'un de là ne doit pas croiser en face de lui un S ou un C. Sinon, voilà, les enfants vont naître drépanocytaires. Ou bien une autre anomalie comme ça. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'on encourage les gens à savoir ce qu'ils sont, à faire des bilans de santé avant de s'engager. Wow. Docteur, aujourd'hui, tu es hématologue, c'est bien ça? Oui, ça se dit aussi. Hématologue. Mhm. Tu es hématologue. Hum, Qu'est-ce que cette profession a changé en toi, en tant qu'être humain? Euh, Cette profession m'a appris à simplifier un peu mes relations. Tu vois, C'est-à-dire? quand tu es à l'hôpital et que tu vois la manière dont certaines personnes souffrent, hmm, et parfois les personnes souffrent, c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens ou quoi que ce soit, c'est juste l'accompagnement humain qui. Donc, quand tu vois ça, après tu rentres chez toi et puis on te prend la tête pour un petit un petit bonjour qui a été mal dit, tu te dis que bon, il y a des choses, c'est pas la peine de se casser la tête pour ça, quoi, parce qu'il y a vraiment plus Hum, difficile ailleurs. Les gens vivent des situations beaucoup plus difficiles ailleurs. Il faut se hum, simplifier parfois la vie. Il faut ouais, pas en vouloir aux gens pour des choses qui, bon, peuvent se régler avec les quelques mots d'excuse, avec un peu de diplomatie. c'est ça. Donc vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup appris à vraiment pas forcément simplifier, mais vraiment comment je vais te dire ça, à mettre leurs choses à leur juste valeur. Faut pas Hum, prendre voilà, faut pas trop compliquer tes relations avec les gens parce que vraiment parfois il y a de tellement grandes souffrances que si côté humain, vous n'êtes pas bien avec votre entourage, ça peut ne pas bien se terminer. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, l'argent est important, hein, mais il faut savoir mhm, mettre l'argent à sa bonne place. L'argent est très important. hum, Je vais même te dire, actuellement, certains de mes patients, s'ils n'ont pas les moyens, il y a une prise en charge qu'ils ne sauraient pas faire. Mais ça ne hum, règle pas tout. On a des patients ici, en tout cas, si c'est l'argent, ils en ont plus qu'il n'en faut. Mais mhm, côté humain, ça ne va pas trop fort. Donc, ça revient à la même hum, chose parce qu'ils n'ont pas l'assistance de l'entourage hum. dont ils ont besoin. Est-ce que tu vois? Ouais, 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 ouais. Ça aussi, ça fait une forme de misère qui n'est pas forcément intéressante à vivre. Et si tu pouvais, s'il y a un conseil que tu peux donner à un couple qui a un ou deux enfants qui ont cette maladie, Mhm. que leur dirais-tu? Moi, je leur dirais qu'il faut qu'ils se comprennent. Bon, tu me diras, on le dit à tous les couples, mais vraiment, dans ce cadre-ci, il faut qu'ils se comprennent. Voilà. Et il faut qu'ils se soutiennent mutuellement parce que ça reste terre à terre. On voit surtout les mamans avec les enfants à l'hôpital. Elles sont pas forcément toujours présentes comme il faut pour les autres ou pour papa et tout. Moi, je dirais que c'est dans ce genre de couple que monsieur et madame se complètent. Vraiment. Hum, Peut-être que c'est un choix. Peut-être qu'ils ont décidé que c'est madame qui est plus à même d'amener les enfants à l'hôpital parce que vu son programme, vu son empathie avec les enfants, c'est peut-être un choix entre eux. Mais que de mhm, l'autre côté aussi, monsieur sache que tout ce qu'elle laisse pour pouvoir se consacrer à ses enfants-là,
voilà, elle le fait pas exprès et qu'ils ne lui en veulent pas s'il y a quelque chose qui manque ailleurs. Vraiment qu'ils se comprennent. Ça, c'est la première chose, qu'ils se comprennent parce qu'on ne peut pas prévoir les choses. On ne peut pas C'est vrai. prévoir les choses, voilà. Ça ne dépasse pas ça et qu'ils se rejettent pas de faute mutuelle parce que ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est vraiment la chose principale que je dirais aux couples aujourd'hui. D'accord. Et si tu devais donner les mêmes conseils, ou du moins donner un conseil à un jeune ou à une dame qui découvre qu'il ou elle est drépanocytaire, que lui dirais-tu sur comment gérer cette maladie au cours de sa vie? D'abord qu'elle se rassure, elle va pas mourir demain, d'accord? Qu'il faut se faire suivre, aussi Mhm. banal que cela soit. Qu'il faut savoir, aller à la bonne information. Parce que tu sais, c'est une maladie qui existe dans nos pays depuis, enfin, dans nos pays, dans les contrées africaines, depuis que l'homme est l'homme, parce que c'est une maladie vraiment particulière à l'homme noir. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui effectivement, à une certaine époque, avaient de la valeur, mais actuellement, il y a beaucoup de choses parmi lesquelles d'autres ne sont pas vraies. Donc, le drépanocytaire sache aller à la bonne information et qui se fasse suivre. Voilà, c'est les 2 choses que je dirais vraiment et vraiment take it easy. Faut pas écouter les choses. En tout cas, c'est pas des gens qui vont mourir tout de suite. Ça, au moins, c'est clair. Avec les progrès actuels, on a toujours l'espoir, on est optimiste sur, le vécu des drépanocytaires. Très souvent, on entend aussi beaucoup de gens dire que la médecine moderne ne peut pas soigner cette maladie. Donc, ils se retournent vers l'indigénat, comme on le dit souvent. Est-ce que vous avez fait vous avez eu à faire face à des cas comme ça où des patients ont préféré se soustraire à la médecine moderne pour se tourner vers la médecine traditionnelle pour soigner ces maladies? C'est notre quotidien, Bernard, c'est notre quotidien en tant que médecin africain. C'est notre quotidien. Mais tu sais, je dis souvent aux patients, sans jeter l'anathème sur notre médecine traditionnelle, tant que, il n'y a pas encore ce médicament qui va transformer l'homme noir que tu es là en un homme blanc, clairement blanc. Il était Hum, noir et puis c'est devenu blanc. Ça n'existe pas. C'est de la même façon. Nos médicaments actuels permettent vraiment de calmer les crises et tout. Mais sortir cette maladie du corps, ça n'existe pas. En fait, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que parfois, ce n'est pas parce que vous avez pris les médicaments, la tradithérapie, que c'est fini. La maladie est sortie du corps. La maladie n'est pas hum, sortie du corps. Elle est toujours là. On a réussi à la faire taire côté douleur et tout, mais elle est toujours là. Et vous hum, grandissez avec. Il y a certaines complications au long cours que si vous ne surveillez pas, elles vont vous rendre la vie compliquée après. On vous dit que dans tous les cas, il faut rester sous surveillance parce que vous êtes né avec. Elle est inscrite dans vos gènes. Elle ne va pas disparaître parce que vous êtes allé prendre telle ou telle plante. Elle ne va pas disparaître. Donc, ne disparaissez pas des radars non plus. Parce que malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que oui, on a entendu dire que l'enfant est né avec Camouerse, on allait chercher les trucs qu'il a pris. Avec les années, les douleurs se sont calmées, les manifestations bizarres se sont calmées, la personne a cru que c'était fini. Et vous êtes surpris de retrouver la personne à l'hôpital avec une grosse complication, genre il n'arrive plus à marcher ou bien il ne voit plus bien, ou quelque chose qu'on aurait pu surveiller, voir venir et essayer d'éviter. hum. Tu comprends? Oui. Voilà, c'est pour dire que même si vous prenez notre médecine traditionnelle a la capacité de faire taire les complications, pardon, pas les complications, de faire taire les douleurs et tout, mais ça ne sort pas la maladie du corps. Donc, ne restez pas loin des radars. Continuez à aller faire des bilans de santé. Ce n'est jamais mauvais. En tout cas, tant que vous en avez les moyens, parce que l'autre chose, c'est ça, il faut tenir compte de notre réalité. Tant que vous Hum. le pouvez, au moins une fois par an, faites un minimum d'examens. Et je n'ose pas imaginer sur le plan culturel ce que cette maladie représente pour nos, les parties du Burkina où la médecine moderne n'a pas, où il y a encore ce que vous appelez le désert médical. Est-ce que
très souvent, l'anathème, tu as donné tout à l'heure un exemple où le monsieur pensait que c'était la femme, il allait prendre une deuxième femme. Dans nos villes et campagnes, est-ce que souvent l'anathème n'est pas jeté sur la femme, disant que c'est la femme qui a mis au monde un enfant qui est tout le temps malade? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de situation aussi où on pense que l'enfant est né, que c'est un tel qui lui a jeté un sort, etc. Est-ce que vous avez souvent entendu parler de ce genre de choses ou est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de cas? Oui, 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 Bernard. Ça, c'est des choses qui nous arrivent en ville, mais qui viennent des campagnes. Oui, absolument. Pour te dire, on a une maman en particulier qui, elle, sa malchance a été quoi? C'est qu'elle-même, elle est drépanocytaire SC. Et le premier enfant qu'elle a eu avec son mari aussi est né SC. Donc, tu Mhm. imagines que ça veut dire que le monsieur ici, il avait quelque chose. Mais de fait d'avoir mis au monde un enfant qui soit comme elle, bah, jusqu'à demain, tu n'arriveras pas à convaincre ce monsieur-là que ça vient des deux. Hmm. Ouais. Donc oui, ça reste toujours une réalité. Ça reste toujours une réalité. On entend toujours dire dans certaines familles, oui, c'est parce que c'est une malédiction qui est venue d'où ça existe toujours, malheureusement. Maintenant, on a de moins en moins de déserts médicaux. Ça, effectivement, ça, il faut le reconnaître. On a de moins en moins, ou même s'il n'y a pas de spécialistes, il y a au moins des médecins généralistes. Donc, nous, notre action actuellement, c'est de vraiment former le maximum de médecins généralistes, idéalement avant qu'ils ne soutiennent leur doctorat de médecine là, pour leur dire ce que c'est que la drépanocytose, de sorte que quand ils croient ça dans leur milieu, ils savent quoi dire un peu aux populations. Ça, c'est vraiment notre combat actuel. Vraiment former le maximum de médecins généralistes parce que c'est eux qui sont vraiment dans les régions reculées actuellement et qui font en sorte Hmm. que les déserts médicaux existent de moins en moins. Voilà. Docteur, mine progressivement vers la fin. Aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui t'observent, qui te regardent, qui voudraient également être des hématologues. Quels conseils pourrais-tu leur donner? Le conseil que je pourrais leur donner. Écoute, si vous savez ce que vous voulez faire, Mhm. comment je vais te dire qu'il faut se donner les moyens? Il faut se donner les moyens. La médecine au Burkina, enfin pas au Burkina forcément, mais dans le système où nous sommes, tu sais, on termine la médecine générale en 7, 8 ans avant d'aller maintenant se spécialiser dans la matière qu'on veut. Si vous savez ce que vous voulez faire, il faut y aller. Il faut y aller. Faut OK. pas hésiter. Si vous en avez en tout cas les moyens, il faut y aller directement, faut pas tourner. Et actuellement, l'hématologie, on forme les gens en hématologie en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Actuellement, il y a des écoles. Donc vraiment, allez-y sans hésitation. Et vraiment, j'encourage les jeunes. J'encourage les jeunes d'abord parce qu'on n'est pas nombreux, comme vous le voyez. Le champ du Burkina est large comme le monde. Les médecins, les patients sont là. Ils attendent qu'on vienne en aide. Donc vraiment, c'est ce que je pourrais leur dire. Hum, comment est-ce que tu arrives à t'organiser pour que l'exercice de ta profession ne soit pas un poids énorme sur ta vie sociale, familiale, etc. Comment est-ce que tu t'organises pour répondre aux sollicitations multiples de tes patients, de la société, et continuer également à faire ta vie sans que toutes les histoires que tu rencontres avec les patients, avec les parents, ne pèsent pas sur toi-même en tant qu'être humain et sur ta vie sociale? Comment tu fais ça? Ah, je t'avoue que c'est un exercice difficile auquel on n'arrive pas qu'on ne réussit pas. Si c'est Hmm. porter les patients avec nous et puis rentrer avec eux, forcément, on le fait parce que quand tu passes ta journée en consultation et que tu rencontres les cas, les patients viennent d'abord parfois pour te raconter leur vécu. Forcément, tu rentres avec. Forcément, tu rentres avec, mais on apprend à mettre ça dans un coin de la tête pour dire que même si tu es rentré avec, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que là, on a quitté l'hôpital. On est maintenant avec la famille. Mais pour répondre à ta question, c'est vraiment, c'est l'organisation. Il faut une organisation vraiment, dans la journée. Tu sais que de temps à temps, de telle période à telle période, tu es à l'hôpital, tu te consacres à l'hôpital. Après, malgré la charge de travail, même si le travail n'est pas fini à une certaine heure, on se dit, bon, on arrête. Maintenant, la partie de l'hôpital est finie.
Il faut Mhm. s'occuper maintenant de ce qui n'est pas hôpital. Et parfois, on est Mhm. obligé même de faire un peu violence à soi-même et quelque part au patient parce que personnellement, moi, à partir d'une certaine heure, je ne décroche même pas les téléphones, les appels que je reçois. Et ça aussi, c'est une autre façon de faire. C'est de séparer vraiment, même en termes de communication et de quoi, tout ce qui a trait au patient et tout ce qui Mhm. a trait à la famille. Du coup, à une certaine heure, tout ce qui vient des appels d'un autre numéro que celui qui est personnel, là, on ne les prend plus. Il faut se donner des temps où vraiment, quelle que soit la charge, il faut s'efforcer à ne penser à penser à soi-même et au social, à la famille. Par C'est ça. exemple, les week-ends, voilà, quand j'arrive, j'ai tout fait. Les premières années, même le samedi, je travaillais et je retrouvais. Mais tu sais, Mhm. quand je me suis dit que si je continue comme ça, ce qui m'est arrivé avec les maths, risque de m'arriver avec l'hématologie que j'adore et là, ça serait la catastrophe. Pas se laisser déborder. Donc, ça fait Ouais. que j'ai fait en sorte de m'organiser on se donne à fond en semaine. Mais quand on arrive à vendredi et que le week-end arrive, là, franchement, faites ce que vous voulez. On gère d'abord la famille et le social avant le reste. Tu vois? S'il y a des urgences, on s'est organisé pour s'appuyer sur les services d'urgence. Et on dit souvent aux patients, si vraiment il y a quelque chose d'urgent, adressez-vous aux urgences de tel hôpital ou tel hôpital. Eux, ils vont gérer en attendant qu'on reprenne les choses pour voir. Si on ne fait pas ça, parfois, effectivement, on porte les patients avec nous-mêmes à la maison. Et à l'époque Ouais. du WhatsApp, de l'Internet, tu imagines bien que même dans minuit, 1 heure du matin, tu peux recevoir les messages des patients. C'est vrai. Et tu n'as plus de vie. Oui, et on se fait violence sur soi-même pour vraiment ne pas toucher, ne pas regarder, Mhm. pour avoir au moins Ouais. l'esprit libre pendant un temps. Ça marche, Wow. la plupart comprennent, mais il y en a qui comprennent pas, bah, on gère avec en espérant qu'ils comprendront. Mais en semaine, vraiment, c'est une organisation policière et à partir d'une certaine heure, bah, ce qui a trait à l'hôpital reste à l'hôpital. Ce qui doit se faire à la maison, c'est pour la maison. C'est vraiment D'accord. de l'organisation. OK. Docteur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire qu'on n'a pas couvert au cours de cette discussion? Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter? Ce que je voudrais ajouter, vraiment, si tu le permets, Oui. c'est surtout à l'adresse des femmes. Tu sais, je suis OK. comme moi, même pas, je veux sans être féministe, surtout à l'adresse des filles, des jeunes filles et tout. Quand vous savez ce que vous voulez faire, surtout Mhm. dans nos pays africains et tout, quand vous savez ce que voulez faire et que vous en avez les moyens, ne vous laissez pas, faites, allez-y, allez-y. Certes, il faut écouter les conseils, mais ne vous laissez pas perturber. Quand vous savez ce que vous voulez faire et que vous en avez la voix, allez-y. Si vous savez comment vous donner les moyens, donnez-vous les moyens pour réaliser ce que vous voulez faire et allez-y. Vraiment, Mhm. c'est ce que j'allais dire. Allez-y, faites-le. Surtout les jeunes filles, cherchez d'abord à vous accomplir. Voilà. Cherchez d'abord à vous accomplir parce que ce que vous deviendrez étant adulte ne dépend de personne si ce n'est que de vous-même. Ça, c'est bien Personne dit. ne viendra faire, oui, personne ne viendra faire votre bonheur à votre place. C'est aussi banal à dire, mais c'est la réalité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu. Je vais te dire, hein, donner mon exemple. Mon exemple à moi, ça a toujours été ma mère sur ce plan-là. Ça a Mhm. toujours été Mhm. ma mère parce que malgré la famille et tout, ce qu'elle sait, voulait faire et quand elle sait que ça fera du bien à la société, quel que soit le truc, elle l'a toujours fait. Elle a foncé, elle l'a toujours fait. Quelque part, il y aura toujours un moyen pour attraper le reste, mais quand vous voulez faire quelque chose et que vous pouvez vous en donner les moyens, il faut y aller. Il faut pas hésiter. Ça, c'est ce que je tenais à dire. D'accord. Dernière question, docteur. Dis-moi. Tu, tu es une femme et tu es hématologue. Mhm. Est-ce que le fait que tu sois une femme spécialiste en hématologie, est-ce que ça facilite beaucoup tes relations avec tes patients?
ou est-ce que c'est une barrière? Je dirais que c'est un avantage parce que une femme, il est vrai que quand tu as affaire aux personnes âgées, notamment nos papis, parfois il y a certaines choses qui touchent à leur intimité que forcément ils n'ont pas envie de vous confier, surtout C'est une jeune ça. femme. Mais si tu sais comment les prendre avec la diplomatie qu'il faut, ils se confient facilement. Le fait d'être femme, en fait, les gens ne sont pas sur la défensive avec toi. Donc moi, pour moi, c'est un avantage. Ils viennent pas forcément sur la défensive. Et le fait d'avoir cette blouse blanche, on a beau dire en Afrique, ça te donne toujours une petite parcelle d'autorité parce que c'est toi le médecin. Ça, au moins, on a encore cet avantage-là. Donc moi, je pense que non, ça n'a, en tout cas personnellement, dans mon exercice, ça n'a jamais été un frein. Ça n'a jamais été un frein. Quand tu te rends compte que tu as affaire, par exemple, à un chef de village ou autre chose, donc tu imagines toute la solennité, tu identifies dans son milieu la personne avec laquelle tu peux parler et puis c'est facile. En tout cas, personnellement, ça n'a jamais été un frein. Donc, ça, tu comprends la culture des gens. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup d'avoir accepté parler de ton parcours et de ta trajectoire sur Talent et Trajectoire. Et je te souhaite vraiment une belle suite dans ta carrière. Et j'aimerais quand même que tu Merci. reviennes plus tard dans ce podcast pour nous parler encore plus de cette maladie et nous aider vraiment à faire une sensibilisation auprès des parents, auprès des patients et vraiment nous aider à comprendre encore davantage cette maladie et nous expliquer tout ce qu'il y a comme panoplie sur la prévention. Je t'en prie, Bernard, c'est toujours avec plaisir. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de l'hématologie et de moi-même. Et vraiment, ce sera avec plaisir que je reviendrai dans le podcast. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, docteur. Et au revoir.